Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus qui, vous le voyez, s'est téléporté du côté de Saint-Dié-des-Vosges au pôle culturel de la Boussole, très récemment inauguré. Nous avons pour invité Claude Georges, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir chez vous, j'ai envie de dire. Bienvenue au sein de la Boussole. Alors, on va parler de ce petit bijou. Comment se passent ces premières journées d'exploitation ou en tous les cas de mise en service? Ça se passe, je dirais, très bien. C'est un bonheur pour les agents qui attendaient depuis plusieurs années cette ouverture, qui a été retardée, comme vous l'avez bien compris, par la crise sanitaire du Covid-19, quoi. Mais c'est un franc succès. Les habitants s'y retrouvent. Ils retrouvent beaucoup de plaisir. On a beaucoup d'inscriptions et de participation, quoi. Ah, on va faire vivre Mercredi dernier, on avait plus de 1000 personnes, par exemple. Ah oui, 1000 personnes Voilà. sur une journée. Ouais. Mais c'est un mercredi, donc on va laisser venir et puis on aura des chiffres beaucoup plus. Ne nous emballons pas. Voilà, On comprend bien. exactement. Mais Alors, tout le monde, on n'a que des remarques très positives. Alors c'est un investissement lourd pour Très une lourd. commune moyenne et une communauté d'agglomération comme la vôtre. 14 millions d'euros, 4 millions de reste à charge en gros pour vous. C'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui ouvert à tous. Quel est l'objectif en fait de ce pôle? C'est de rassembler. Il est divers, je dirais. L'essentiel surtout, ça va fédérer sur l'ensemble du territoire, ça c'est sûr. Plus les gens viennent, plus ils trouvent que c'est un outil indispensable pour la jeunesse, et pour les adultes également. Mais au-delà de ça, c'est fédérateur parce que si la ville-centre est connue, notre agglomération sera connue. Donc c'est réversible si vous voulez. Si la ville-centre est dynamique, la ruralité sera dynamique. Si la ruralité est dynamique, l'inverse également, la ville-centre s'en ressentira. Donc nous on en est fiers. C'est un investissement que nous avons tous décidé. Je parle des élus. Ça a été des... Critiqué parfois, faut le dire. Oui. Des gens ont estimé que c'était disproportionné par rapport à la taille. Et ils avaient raison. Je crois que aujourd'hui, on leur a donné les chiffres, ça les a rassurés. Ils ont vu l'investissement et aujourd'hui, c'est compris. C'est sûr qu'on ne pouvait pas en parler plus qu'on en a parlé. Pourtant, ça a bien été, par les équipes précédentes, ça a bien été évoqué. Ça a été largement commenté en amont. Mais tant que c'est pas réel, il y a toujours un doute. Voilà. Il faut le vivre, évidemment. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est une réussite que tout le monde cautionne, quoi, je veux dire. Alors on en vient à vous, puisqu'on est quand même dans le cadre d'un entretien politique. Comment le cadre de l'industrie automobile que vous étiez s'est fait embarquer dans la vie publique? Alors on vous connaît depuis très très longtemps maire de Saint-Rémy, c'est là que ça a démarré pour vous. Ça a démarré, oui, en 89, j'ai été élu comme conseiller. Ensuite, effectivement, très rapidement, j'ai pris le rôle de maire en 95, et depuis, j'ai été reconduit. J'ai été reconduit... Pourquoi je me suis lancé en plus de mon métier d'industriel, qui était quand même prenant. Premièrement, j'ai toujours su, et j'ai eu la chance d'être entouré par des équipes dynamiques qui pouvaient comprendre que je pouvais avoir un rôle dans des entreprises privées et à la fois être à disposition de mon village, quoi. 500 Donc, habitants, alors c'est pas énormissime, pas mais énorme. Mais ça demande quand même un peu de présence. Oui, ça demande beaucoup de présence et puis beaucoup d'attachement aux habitants. Ça a toujours été, si vous voulez, mon sacerdoce, entre guillemets, c'était rendre service, je dirais, et puis être à la disposition, un véritable service public personnel à la disposition de mes habitants. Alors j'ai envie de vous dire, une chose est d'être maire d'une commune de 500 habitants, une autre est d'être président d'une agglomération de 75 000 habitants. Alors on connaît les circonstances, Oui. la loi sur le non-cumul des mandats qui a obligé effectivement David Valence à passer la main. Vous avez hésité à prendre la succession? Bien sûr, je me suis posé des questions. C'est évident que ça serait pas très correct vis-à-vis de la population de dire j'ai sauté sur l'opportunité. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'étais déjà entre guillemets un des bras droits de David. Il m'avait confié et ça la gestion j'étais vice-président, je dirais de 2020 à 2022 de la gestion des finances. Donc c'est une grosse responsabilité. En général, ça sera Pontin pour aller... Oui, voilà. Et les collègues m'avaient élu à l'unanimité à l'époque sur ce poste de vice-président. Donc, quelque part, ça me donnait envie de réfléchir. Et surtout, je connaissais bien les services. Je connaissais déjà très bien les services et leur direction. Je connaissais l'exécutif, c'est-à-dire tout le bureau, les vice-présidents et autres, avec qui j'avais des relations de C'était pas travail. un saut dans l'inconnu. Non, voilà. Je savais que j'allais pouvoir compter sur les services, savoir compter sur l'exécutif. Et puis j'avais j'ai toujours de très bonnes relations avec tous les maires. Donc je savais qu'en prenant ce risque calculé mais important, je serais soutenu par l'ensemble des équipes.
Et je peux témoigner aujourd'hui, depuis juillet 2022 et aujourd'hui, on va dire avril 2023, je ne me suis pas trompé, les services sont au rendez-vous et les collègues maires sont au rendez-vous. Alors, avant de parler du fond de votre travail, un passage obligé dans cette émission, aux indemnités, on va voir tout ça en tableau. Elle s'élève en tant que maire à 800 euros, quelque chose comme ça, 800 euros net, et 2800 euros net en tant que président de la Com d'Aglo. Votre regard, combien d'heures passées, est-ce que pour vous, c'est, j'ai envie de dire, le juste prix de l'effort donné à la collectivité? Juste prix, je ne peux pas vous dire. Comme ça, je vais C'est pas trop répondre. subjectif, forcément. Oui, de toute façon, c'est le système qui vaut ça. Donc, on ne prend jamais 100%, je dirais, de ce qu'on a droit. Mais Ouais, vous auriez pu. on peut toujours, voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on y passe du temps. On ne compte pas les heures. Moi, j'ai 68, j'aurai bientôt 69 ans, 3 filles, 3 petits-enfants. Je ne compte pas mes heures parce que j'aime ce que je fais. J'ai toujours été passionné, que ce soit dans ma vie professionnelle, privée ou celle d'élu. Je sais pas, je fais plus de 50 heures, au minima 50 heures par semaine. Vendredi, j'ai fait 11 heures, jeudi dernier, 12 heures. Bon, on ne compte pas, on fait. Et Ouais, on fait. On fait pas le rapport indemnité. Non, on ne fait pas le rapport. Alors au horaire. après, on peut diviser, on peut diviser tout ça. On prend des risques, on prend des responsabilités, mais on aime ça. En tout cas, pour Et on moi. prend des coups, il faut le dire aussi, de temps en temps. Oui, on prend des coups. Merci de préciser. C'est un fait. Faut être modeste, mais on prend des coups des fois. Et des coups qu'on encaisse, puis on s'en redresse, puis on redémarre. Et c'est les équipes qui sont autour de nous qui nous font redémarrer. Et puis surtout, le résultat, quoi. Parce qu'on n'est pas là par hasard. On veut développer le territoire comme ça a été fait par mon prédécesseur et l'équipe précédente, quoi. Donc on n'est pas là pour soi. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour moi. Alors, Excusez-moi. Pardon, c'est moi. Petite précision, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre étiquette politique, qui n'en a pas, puisque de fait vous déclarez comme sans étiquette. Pour autant, une sensibilité ou quelque chose, ou vraiment vous vous installez ou inscrivez dans une neutralité totale? Depuis que je suis élu maire, je suis dans une neutralité. C'est-à-dire que dans mes équipes, je n'ai jamais fait de distinction d'origine, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse. Pour moi, j'ai toujours privilégié simplement, depuis que je suis maire, et pourtant dans un petit village, la parité. Alors ça, on le comprend en tant que maire d'un petit village, même mais chose pour autant, vous avez forcément une sensibilité. Pour l'agglomération. Pour moi, c'est la même politique, entre guillemets, si je puis dire. En tout cas, c'est la même stratégie, pardon. Je suis le président de 77 communes, 77 maires. Chacun peut penser ce qu'il veut. Je n'aime pas les extrêmes. Ça, je peux m'engager devant votre caméra. Je n'aime ni les extrêmes basse ni haute de l'autre côté, ni de gauche ni de droite, si on peut encore appeler des extrêmes de gauche ou de droite. Ça, non, ça, je ne m'y retrouve pas du tout. Ça, je peux le dire. J'ai pas de gêne avec ça. On a compris le spectre, voilà. Bien entendu. Alors, on va parler de l'agglo, évidemment. Vous l'avez dit, 75 000 habitants, 77 communes, et un budget qui vient d'être voté, comme toutes les collectivités, rendu très compliqué par la hausse du coût de l'énergie, des fluides, de la masse salariale liée à l'augmentation du point d'indice. Comment avez-vous arbitré tout cela ? Bien, donc déjà, vu les circonstances, on a beaucoup travaillé, même si les autres années précédemment ont travaillé fortement le rapport et le débat d'orientation budgétaire. Mais là, on a beaucoup plus travaillé parce que la situation était particulière. Effectivement, l'inflation, l'explosion des coûts d'énergie, l'indice, le point d'indice, pardon, des salaires. Une masse salariale qui augmente mécaniquement. Tout à fait. Donc tout ça, on a vraiment travaillé dessus. Donc au détriment de l'investissement, aujourd'hui, on peut le dire. Voilà, on a partagé avec les élus et on s'est remis en question sur l'investissement. L'investissement, on avait une traîne qu'on supportait de 9 millions par an, avec, on va dire, 5 millions d'emprunts. Aujourd'hui, par précaution et par sécurité, je crois que on va réduire dans un premier temps à 5 millions d'euros l'investissement annuel. Et l'année prochaine, on est plutôt sur une traîne d'inférieur à 3 millions d'euros. Ce qui ne faut pas avoir peur de ce ralentissement. Au contraire, c'est pour mieux appréhender aussi les grands projets que nous avons à mener qui n'étaient pas forcément bien engagés dans le sens où c'était pas... Alors lesquels Alors oui, voilà, donc il faut qu'on passe plus de temps sur ces grands projets. Donc on ne peut pas être partout, il y a des difficultés. Il n'y a pas que la finance lorsque vous avez des projets, il faut des hommes. Donc on ne peut pas non plus, il faut allier et les finances et les chefs de projet. Donc les grands projets, c'est l'eau et c'est l'assainissement.
Ça, c'en est un. Le deuxième, c'est la gestion des déchets ménagers. Et le troisième, un sujet qui est moins connu, c'est le développement du PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Donc, si je peux sur la gestion des déchets ménagers, donc ouais, rapidement, il nous reste déjà plus que 3 minutes, mais la gestion des très déchets, rapidement, petite révolution, hein, vous allez passer de... grosse révolution, 1er janvier 2024, on a tous voté l'incitatif et à 70% on a voté la redevance. C'est pas négligeable. C'est un budget pour l'instant entre 10 et 11 millions de fonctionnement, très peu d'investissement. On est en retard, donc il va falloir qu'on investisse. Eau et assainissement, compétences obligatoires depuis le 1er janvier 2020. Donc c'est pareil, très gros travail. Et le gros travail, c'est d'avoir, avant fin d'année, un prix cible pour l'ensemble du territoire, un prix cible sur l'eau et l'assainissement, et un timing, c'est-à-dire un planning pour y accéder. Ouais, la grande difficulté, c'est l'harmonisation, puisque exactement, chacun faisait... harmonisation de gestion pour les OM, harmonisation tarifaire pour l'eau et l'assainissement. Voilà. Si je peux rapidement non, mais c'est bien. Alors, on a aussi évidemment noté, puisque nous y étions, que le pôle d'échange multimodal de Saint-Dié, dont on va voir quelques images, a été inauguré dernièrement par le ministre Clément Beaune. Sur un territoire comme celui-là, qui a beaucoup souffert, un chômage qui est quand même toujours un peu supérieur à la moyenne nationale, à la moyenne départementale, les transports, c'est capital. Hein. Il faut pouvoir arriver ici. Capital, il faut pouvoir arriver ici, mais on lance cette année l'étude d'un schéma directeur sur la mobilité, mais mobilité au sens large du terme, parce que dans un territoire comme nous, très rural, la mobilité est un axe fédérateur. Comme notre plan de projet de territoire, je lance, là c'est nouveau aussi, on lance une grosse réflexion sur un projet de territoire sur l'ensemble de nos 77 communes. Donc ça sera la feuille de route. Ça sera la feuille de route pour, sur laquelle j'espère fédérer l'ensemble des élus, quoi. Parmi les chantiers à suivre, celui du château de Pierre-Percé. On va préciser que Pierre-Percé est en Meurthe-et-Moselle, mais vous avez cette particularité d'être une interco sur 2 départements. Avec 3 villages, 3 communes, 3 communes, Meurthe-et-Mosellane. Raon-l'Élo et Pierre-Percé. Un mot sur Pierre-Percé. Pierre-Percé, donc on va attaquer la 2e phase. On a réfection du château. Hein, donc. Voilà, réfection du château pour permettre aux familles d'y accéder en toute sécurité et d'une façon ludique, quoi. Donc c'est la 2e phase qui devrait être terminée, je pense, fin 2024. Et quid de la reconversion des papeteries du Souche à Anould. Alors, la préfète de région sera là cette semaine d'ailleurs pour aller constater qu'il y a ce gros projet dont on entend parler depuis un petit moment, l'installation d'un centre national de formation au métier de la sécurité. Où est-ce qu'on en est, Président ? Eh bien, notre préfète de région vient visiter donc, le site pour la première fois ce mercredi. On a rendez-vous vers 11h. On va lui présenter le projet dans sa globalité, financier, économique, puisque c'est un projet qui s'équilibre financièrement, dans le sens où la part résiduelle d'autofinancement, qui est de l'ordre de 4 millions d'euros, sera couvert par les loyers des organismes de formation. Et il y aura de l'emploi à la clé ? Il y aura de l'emploi à la clé. C'est déjà quantifié ? C'est-à-dire que vous aurez de l'accueil, vous aurez de l'hébergement, vous aurez des formateurs, vous aurez... voilà, donc je n'ai pas de chiffres à la clé pour l'instant précis, je ne voudrais pas annoncer de mauvaises choses. Hein, mais sur cette friche, nous avons un autre projet dans la filière bois, parce qu'on travaille sur la filière bois, et là, nous avons des projets d'investisseurs privés avec des chiffres intéressants, là, que je peux annoncer entre 50 voire 100 personnes sur Anould. Et on est en train de travailler... Une vraie reconversion sur ce site. Une vraie reconversion et un développement de cette filière également sur la zone de Remomex. Et on travaille ardemment avec les services de l'État et le département pour installer un investisseur sur 17 hectares. Des pistes que nous suivrons, bien évidemment. Le temps est écoulé. Un grand merci, Claude Georges, de nous avoir accueillis dans ce nouveau lieu culturel de Saint-Dié. On se retrouve pour ce qui nous concerne dans un petit mois maintenant, puisqu'il y aura pas mal de jours fériés pour un nouvel entretien politique. Merci encore, Claude Georges. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Merci à vous, à très bientôt.